Bonsoir à vous, Anne Hidalgo. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous passez en dernier le tirage au sort de l'huissier de justice. On a décidé ainsi votre carte d'identité. Madame Hidalgo, vous avez 62 ans, vous êtes la candidate du Parti socialiste, vous êtes inspectrice du travail de formation et de profession, vous avez 3 enfants et c'est votre première candidature à la présidentielle. C'est juste. Ouf, on a bon. Tout bon, bravo. Être président, c'est pas la Starac. C'est une phrase que vous répétez en permanence dans cette campagne. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire être président, c'est pas la Starac? Être président, c'est d'abord avoir une ambition pour le pays, être utile, penser qu'on est utile, c'est travailler beaucoup, apporter des idées, être aussi en lien avec une histoire. Moi, l'histoire, c'est aussi ma famille politique, cette famille de cette gauche républicaine, laïque, européenne. Et donc, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. C'est de la rencontre, c'est aussi il y a du travail chose... à la Starac aussi, vous savez. Oui, peut-être, mais en tous les cas, ça veut dire aussi que je ne dis pas que c'est pas sérieux la Starac, mais c'est pas un divertissement, c'est pas un show, c'est quelque chose qui doit amener aussi à transformer la vie des Françaises et des Français. Et pour cela, ça nécessite du travail, de la préparation. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie, une vie qui m'a amenée à être juriste, à faire des études de droit, à venir d'une famille d'ouvriers espagnol, d'avoir eu envie, grâce à l'école républicaine qui m'a tout donné, de pouvoir aussi être utile à celles et ceux qui avaient finalement leur destin déterminé par leur origine sociale. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Vous avez entendu Valérie Pécresse, elle a reconnu que son meeting du Zénith était raté. Est-ce que vous reconnaissez des erreurs ou des ratés dans cette campagne venant de vous? Moi, je pense que cette campagne, en tous les cas, pour moi, elle est passionnante. C'est une campagne bien sûr difficile, à un moment où la gauche est en difficulté, mais c'est une campagne où j'ai pu à la fois rencontrer des Françaises et des Français, voir leurs espoirs, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs envies, et rassembler... Ça, vous le répétez, mais oui, là, on est un peu dans un moment de vérité. C'est le moment de vérité, est-ce que vous reconnaissez une erreur que vous avez faite? Je ne pense pas avoir commis d'erreur. Je pense que dans une campagne, d'abord, c'est un collectif, et moi, je suis très dans le collectif. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi une équipe de France, des maires, des femmes et des hommes engagés sur les territoires, sur le terrain, en prise avec les réalités. On a surmonté ensemble beaucoup de difficultés et arrivé, vous savez, quand je vois par exemple ce meeting que j'ai eu dimanche au cirque d'hiver et voir avec fierté, enfin, parce qu'ils rasaient un peu les murs, les socialistes et les gens de gauche, mais enfin dire, c'est nous qui avons porté toutes ces grandes conquêtes de la gauche dans le pays, tout ce qui fait que notre République est une République dans laquelle il y a des éléments de justice sociale, une vision de l'avenir, la préoccupation de la jeunesse, des travailleurs. Eh bien, vous savez, quand je vois cette joie aussi et cette fierté retrouvée, je me dis que cette campagne-là, elle a aussi marqué une étape importante dans notre histoire de cette grande famille de gauche républicaine et européenne, et bien sûr dans l'histoire qui vient. Vous dites, et ça c'est un langage de vérité, pendant quelques mois, les socialistes ont rasé les murs. C'est l'image qu'on a choisie. Pas que des mois, plusieurs années. Pendant plusieurs années. Oui. Regardez l'image qu'on a choisie, c'est vous et François Hollande. Il vous a soutenu, l'ancien président, comme d'autres, Lionel Jospin ou Bernard Cazeneuve. Mais beaucoup sont partis, Anne Hidalgo, soit vers Emmanuel Macron, soit vers Jean-Luc Mélenchon, comme Ségolène Royal. La gauche est-elle définitivement éclatée ? Absolument irréconciliable et à terre. D'abord, vous savez, la gauche a subi après 2017, parce qu'en 2017, Emmanuel Macron arrive et je pense, et je m'adresse aux Françaises et aux Français qui en toute bonne foi à ce moment-là se sont dit, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la gauche, mais on voit bien 5 ans d'Emmanuel Macron avec un bilan désastreux sur les questions sociales et environnementales, un programme d'Emmanuel Macron avec quand même des mesures d'une violence sociale inouïe, je pense bien sûr aux retraites ou alors à ses propos sur le RSA. Il n'y a plus d'options du côté de chez Macron pour cette famille de pensée, ces Françaises et Français généreux qui ont envie de justice sociale. Et quand je vois de l'autre côté, à l'autre extrémité, un Jean-Luc Mélenchon qui nous explique que c'est à lui aujourd'hui qu'il reviendrait de recevoir le vote des gens de gauche, je dis c'est pas sérieux, c'est une impasse totale. Regardez les positions internationales sur l'Ukraine et sur notamment la Russie. Vous n'avez pas été
excessive. Mais regardez Pardon, aussi... vous n'avez pas été excessive avec Jean-Luc Mélenchon. Je reviens... Quand vous avez dit, il est complice, il est complaisant avec Vladimir Poutine, avec Bachar al-Assad. Est-ce que ça, c'est pas... Non. Vous n'êtes pas allé trop loin? C'est lucide et c'est sérieux de dire que quand quelqu'un qui veut gouverner, qui veut présider la France, vous explique que l'agresseur, c'est l'OTAN et c'est pas Vladimir Poutine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui rompt complètement avec l'histoire de la France à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Quand quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, et tout le monde se souvient de ces images de lui s'opposant à des policiers, à des magistrats et expliquant que la République c'est lui, ça veut dire qu'il ne considère pas l'état de droit. Ça veut dire on peut avoir envie de changer. Vous partez d'un fait pour décrire, pour dire qu'il ne reconnaît pas l'état de droit, c'est un peu dur quand même. Parce que je pense qu'on peut avoir envie de changer évidemment les institutions et de les faire évoluer, et c'est mon cas, mais on reconnaît l'état de droit et on reconnaît et on respecte la justice, les policiers. Et donc quelqu'un qui veut présider le pays et qui a ce type de comportement, pour moi, est quelqu'un qui est une impasse. Et puis dernier point concernant Jean-Luc Mélenchon, s'il avait voulu rassembler la gauche, mais il l'aurait fait. Il avait 5 ans pour le faire, puisque après l'élection de 2017, il était effectivement dans une position de leader. Ça n'a pas été le cas. Quand on vous entend, on se demande si c'est pas Jean-Luc Mélenchon votre vrai adversaire dans cette campagne. D'un côté, vous savez, vous avez quelqu'un qui n'est plus une option, c'est Emmanuel Macron, et de l'autre côté, vous avez une impasse. Et vous avez ce que je porte, ce que je représente, qui a été très abîmé, c'est vrai, je le redis ici, très à la peine, mais qui se relève. Et je dis aux Françaises et aux Français, si vous voulez que cette gauche, celle qui a apporté des solutions, celle qui gouverne d'ailleurs dans beaucoup de régions et dans beaucoup de villes et dans beaucoup de départements, revienne, crée cette alternative nécessaire. Pourquoi? Pour soutenir l'école, pour soutenir la santé, pour avoir cette vision sur aussi l'écologie. Eh bien, ça passe. C'est pas un meeting, mais moi je veux une interview. Oui, mais c'est une interview dans laquelle je m'adresse aussi aux Françaises et aux Français, à travers vous bien sûr, et je veux les convaincre qu'il y a une possibilité, qu'il y a une alternative possible, et que j'incarne ce que cette gauche républicaine, européenne, laïque et sociale, qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre République. Les questions des Français qui sont autour de nous. 4 prénoms, Madame Hidalgo: Julie, Annie, Phidias et Chantal. Allez, Annie. Annie, que pensez-vous du non-soutien de certains cadres du PS? Bon, c'est très politique les questions ce soir, mais bon... Écoutez, voilà, maintenant c'est derrière nous. Je pense que celles et ceux qui veulent participer aussi à ce mouvement de reconstruction, et ils sont nombreux, sont là. Et vous savez, moi j'ai une grande fierté parce que ma gauche, c'est celle de Lionel Jospin. Et le soutien de Lionel Jospin, je crois qu'il parle à beaucoup. Et donc, voilà, je vois qu'elle est de Côte d'Or, donc je vois à qui elle fait référence. Mais moi je lui dis, Lionel Jospin est plutôt ma boussole, vous voyez. Allez, deuxième prénom. Je vais prendre Chantal. Chantal. Comment allez-vous restaurer la joie de vivre en France? Ah, quelle bonne question. D'abord, vous avez 2 heures. Non, mais il y a des questions très différentes. J'ai 2 heures. Vous savez, D'abord, cette joie de vivre, je crois qu'elle fait partie aussi de notre pays. Elle est dans notre culture, elle est dans nos racines, elle est dans notre histoire, elle est dans notre gastronomie. Valoriser toute cette force de la France et permettre à notre pays d'être un pays plus juste. Donc c'est par la justice sociale, par la jeunesse, parce que je crois qu'il faut vraiment... Je propose d'ailleurs une loi pour la jeunesse, une loi d'urgence pour apporter ces réponses-là. Vous savez, je vais dire à Chantal, je pense que notre pays qui est très fracturé peut se rassembler autour de cette question fondamentale qui est l'avenir de nos jeunes. Et ça peut nous redonner aussi de la joie de vivre, parce que la France est un tellement beau pays que, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir d'être français. En même temps, entre le Covid et la guerre en Ukraine, quand même, beaucoup sont déprimés. Mais ils se disent, on n'en sortira jamais. Bien sûr, c'est compliqué. C'est à nous aussi de porter cet espoir de façon lucide, de façon responsable. Mais bien sûr qu'il faut avoir cet espoir. En tous les cas, moi, je l'ai. Et je veux bien donner cet espoir, le transmettre aux Françaises et aux Français, parce qu'on a un pays extraordinaire, avec des atouts souvent qu'on ne voit pas. Il se trouve que je suis née à l'extérieur de la France et que peut-être on voit un petit peu mieux justement les atouts quand on vient d'ailleurs. Anne Hidalgo, est-ce que vous pensez que vous payez dans cette campagne votre politique anti-voiture à Paris et qu'au fond les Français
sont attachés à leur voiture et qu'ils ne veulent pas qu'on les empêche. Vous savez, je suis très heureuse d'être reconnue notamment par l'ONU pour avoir une action climatique extrêmement forte, puissante et qui, on vient de parler du rapport du GIEC, au moins pose l'écologie en acte. Je suis très fière de cela et de ne pas être condamnée pour inaction climatique comme le président sortant. Où fêtez-vous votre victoire si vous gagnez ? Avec nos amis, dans Paris bien sûr, mais voilà, dans la ville, peut-être sur les voies sur berge. Les voies sur berge, elles sont libres maintenant, il n'y a plus de voitures. Voilà, qui vous faites entrer au Panthéon si vous êtes élu ? Moi, j'ai trois noms. Olympe de Gouges, parce que là, ça suffit. Il faut vraiment qu'elle rentre au Panthéon. On le lui doit. Gisèle Halimi, parce que c'est aussi un symbole et une femme qui a fait progresser nos droits. Et puis le groupe Manouchian, parce que c'est un groupe d'étrangers qui a contribué à libérer... Oui, il y a une femme au milieu. Dans le groupe Manouchian. L'affiche rouge, bien sûr. Je le dis. Et qui a contribué à libérer la France. Merci Anne Hidalgo. Bonsoir Dominique et rebonsoir Anne Hidalgo. Vous avez choisi deux thèmes. Bonsoir. Vous avez choisi deux thèmes ce soir, la protection sociale et l'éducation. Dominique, vous commencez avec l'éducation, avec d'abord une question générale à poser à la candidate socialiste. On va parler évidemment de vos mesures, mais j'ai une question un petit peu générale. La gauche social-démocrate, pendant un siècle, a eu les suffrages des enseignants. Les enseignants n'étaient pas la colonne vertébrale, mais pas loin quand même du Parti socialiste, de votre électorat. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient ce divorce ? Pourquoi les avez-vous déçus au fond ? Moi, j'ai plutôt envie de vous dire comment on va renouer ce lien fort, parce que la gauche social-démocrate, cette gauche que j'incarne, place l'école au cœur de la République. Alors, pas tout à fait ma question. Oui, j'ai quand même envie d'avoir un élément d'explication, parce que c'est vrai que c'est assez frappant. Et la question qu'on peut se poser, très concrète, c'est est-ce que, au fond, vous n'avez pas, ces dernières années, y compris quand vous étiez au pouvoir, entendu leurs revendications, ou au fond, peut-être qu'une partie des enseignants vous ont trouvé peut-être trop conservateurs sur la question de l'éducation, alors que l'école ne va pas très bien? D'abord, pour revenir sur les 5 dernières années de gouvernement, ce sont des années où 60 000 postes ont été créés, où des réformes ont été engagées, et donc qu'il y ait des déceptions dans le peuple de gauche sur l'exercice du pouvoir par la gauche, peut-être, sans doute, mais moi j'ai envie de me projeter, et donc ma réponse, elle est très claire. L'éducation, elle est au cœur de mon programme, au cœur de mon projet, parce que tout commence par l'éducation. Et l'éducation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'école redevienne ce creuset républicain où tous les enfants, quelle que soit leur origine, puissent se retrouver, grandir ensemble, se faire ensemble aussi cette histoire et ce récit commun, et puis choisir leur destin. Et ça veut dire aussi pour les enseignants, parce qu'évidemment, la question des enseignants, elle est posée. On va évoquer la question des salaires des enseignants. Pas uniquement, c'est les considérer et leur donner aussi les libertés pour qu'ils puissent déployer les pédagogies, qu'il n'ait pas des circulaires tous les matins pour leur expliquer comment ils doivent ouvrir leur classe ou faire la leçon aux enfants. Pour rester un instant sur le point que j'évoquais, je voudrais vous montrer un sondage sur le vote des enseignants en 2017, qui est assez frappant puisqu'on voit que 38% des enseignants avaient voté Emmanuel Macron, 23% Jean-Luc Mélenchon et 15% seulement Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste à l'époque. Comment remontez-vous la pente? Est-ce que vous êtes en train de la remonter? Aujourd'hui, les enseignants savent qu'Emmanuel Macron n'est pas une option. Il veut vraiment faire... D'abord, il les maltraite depuis un moment. Il explique qu'ils ne travaillent pas, qu'il va falloir distinguer les enseignants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas pour évaluer et faire augmenter leur rémunération. Il explique aussi que l'école doit finalement être un lieu où... avec cette autonomie dont il parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écoles vont pouvoir choisir, sélectionner, les directeurs vont pouvoir recruter des enseignants. Il veut au passage supprimer le CAPES et un certain nombre de concours qui sont quand même fondateurs de cette possibilité d'enseigner. Vous vous inscrivez en faux sur la plupart des propositions qu'il formule. Absolument. Et d'ailleurs, sur France Info ce matin, vous avez été extrêmement dur. On va, je crois, voir ce que vous avez dit. Vous avez dit, son projet, ça va diminuer les moyens de l'école publique. Et vous avez même ajouté, dans 5 ans, avec Emmanuel Macron, il n'y aura plus d'école
publique. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'école publique va être le parent pauvre de la République. Vous aurez des écoles pour les riches, des écoles pour les plus pauvres, des écoles qui seront très différentes selon les quartiers, avec moins de moyens. Son projet, c'est d'augmenter de 12 milliards, je crois, le budget de l'éducation. Moi, ce que j'ai vu dans son projet, et il est très clair, c'est vraiment de faire en sorte que, d'abord, par cette sélection des enseignants qui se fera par les directeurs des écoles, on va avoir des écoles à 2 vitesses. Et je vous le dis, ce qui va se passer, c'est que les classes moyennes, notamment, et les catégories populaires, qui veulent que leurs enfants réussissent à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se saigner encore plus pour faire quoi? Pour aller à l'école privée, parce qu'ils vont se dire, si on n'emmène pas nos enfants... Non, je finis ma phrase. Si on ne va pas les emmener dans le privé, ils ne réussiront pas. Et c'est cette école à 2 vitesses qui est le contraire. Peut-être qu'on peut laisser Emmanuel Macron là où il est parler du programme l'idée d'autonomie est totalement, c'est un gros mot vraiment pour vous, social-démocrate, davantage d'autonomie pour les proviseurs sur cette question du choix des enseignants, sur cette question de la gestion très localisée qui fait qu'il n'y a plus de concours d'entrée des professeurs, qu'il n'y a plus d'évaluation, qu'il n'y a plus d'éducation nationale, mais des entités locales, oui, c'est dangereux. L'expérimentation n'est pas une option. En revanche, non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. En revanche, sur mon programme et dans mon projet, je propose quoi? Je propose qu'on ouvre les pédagogies, qu'on laisse aux enseignants la possibilité d'expérimenter les pédagogies, parce que dit l'OCDE sur notre système éducatif? Ils disent 2 choses, enfin 3 choses même. Ça dégringole en termes de niveau. Les profs ne sont pas assez payés parce qu'ils sont 2 fois moins payés, par exemple, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et troisièmement, ils disent la France n'a pas du tout compris qu'il fallait ouvrir les pédagogies pour préparer les enfants au monde qui vient, avec, par exemple, le numérique, mais aussi à toutes ces pédagogies inclusives et collaboratives. Sur ces 3 points, et donc sur ce point-là, bien sûr, des salaires. De l'autonomie. Sur la question des salaires. Vous avez écrit un livre, et dans ce livre, vous avez dit « Je veux doubler les salaires des enseignants ». Pour être tout à fait franc, c'est ce que l'opinion a retenu. Peut-être encore aujourd'hui. La page 108 de mon livre, je fixe le cap. Vous avez un peu changé de pied, c'est l'impression qu'on a eue. Je vais revenir, donc page 108 de mon livre, pour ceux qui veulent le voir. Je dis, les enseignants sont payés 2 fois moins que dans les autres pays européens, l'Allemagne ou par exemple les Pays-Bas. Donc il faut se fixer ce cap-là. Je fixe ce cap, et quelle est la méthode? Celle que j'ai reprise dans mon programme, et que je dis d'ailleurs dans mon livre, à cette même page. On commence par augmenter le salaire des enseignants qui entrent dans la profession. Les professeurs des écoles, vous savez combien sont payés aujourd'hui les professeurs des écoles quand ils rentrent dans le métier? 1 770 € par mois. Ce sont des cadres. Je veux qu'on les paye comme des cadres, c'est-à-dire 2 350 € par mois, et que la fin de carrière... Vous pensez qu'il faut mettre sur la table, on ne va pas donner beaucoup de chiffres, mais il faut mettre sur la table combien de milliards sur un quinquennat pour revaloriser les salaires des enseignants? Alors, dans mon plan pour l'école, je prévois 15 milliards d'euros pour tout ce qui est école et ces nouvelles solidarités. Donc, et vous savez, vous pouvez dire c'est cher, c'est pas cher, etc. Moi, je considère que les enseignants, ce sont encore les hussards de la République. Ils le méritent. Non seulement ils le méritent, mais enfin, si vous payez un cadre du même niveau de diplôme qu'un enseignant 1 770 €, vous ne recruterez personne. On a un problème aujourd'hui de recrutement d'enseignants. Il faut les rémunérer au bon niveau. J'ai fixé le cap et la méthode. Et c'est alors, j'avais promis de ne pas donner beaucoup de chiffres. J'en donne un deuxième, c'est sur les retraites. La protection sociale, c'est votre deuxième thème. La protection sociale, vous êtes, j'allais dire presque dans une position centrale. Vous restez à 62 ans. Oui. D'autres, 64, 65, d'autres veulent revenir à 60 ans. Quelle est votre analyse? Il n'y a pas de déficit, il y en a. Il n'y a pas grand-chose à faire dans les années qui viennent. Mon analyse, d'abord de la lecture très attentive du rapport du COR, qui dit qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité à moyen et long terme de notre système de retraite. En revanche... c'est pas tout à fait exact. Il dit que d'ici 2040, il y a des déficits absolument chaque année. Non, elle dit qu'il y a des déficits conjoncturels, mais elle dit qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité. Le conjoncturel qui se respecte, il n'y a pas de problème de soutenabilité de notre système de retraite. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis évidemment
consciente, bien sûr, de la gestion de cette protection sociale qui est un pilier fondamental, là aussi, de notre République. Premièrement, je maintiens 62 ans et pas un an de plus. 65 ans, c'est totalement injuste parce que beaucoup de Françaises et de Français n'arriveront pas à l'âge de la retraite. Soit ils n'arriveront pas en bonne santé, soit ils seront morts avant. Et en revanche, ce que je fais, parce que là aussi, il y a une injustice majeure... Vous rétablissez des critères de pénibilité. Y compris ce qu'a fait Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat. C'est en septembre 2017. Qu'est-ce qu'il fait sur les retraites? Est-ce que vous savez combien de personnes, j'ai demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, combien de personnes ont demandé l'exercice, l'application de la pénibilité? Celle de Macron, puisqu'il l'a supprimée. Moi, je pense que beaucoup d'autres l'a réduit. Il est passé de 10 à 6 critères. Et il a gardé le travail de nuit. Il a supprimé 4 critères principaux. Combien de personnes en ont bénéficié? Il y en aura beaucoup plus qui en bénéficieront parce qu'il a supprimé. 4 000, parce qu'il a supprimé. Ce n'est pas non plus un sujet absolument considérable. Je peux parler, Dominique. Il a supprimé 4 critères de pénibilité qui sont essentiels, notamment le fait de travailler sur des vibrations, le fait d'avoir des postures pénibles, de travailler dans des ambiances qui sont des ambiances de travail avec des produits chimiques et de porter des charges lourdes. Ces 4 critères-là, je les rétablis. Pourquoi? Parce que vous le savez, cher Dominique Seux, votre espérance de vie est nettement supérieure à celle d'un ouvrier dans notre pays ou d'une femme qui travaille, par exemple, dans un EHPAD et qui porte des charges lourdes. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est la justice de notre système de retraite, ce qui n'est pas du tout pris en compte, pas calculé par Emmanuel Macron. Et donc, c'est ces 4 critères que je rétablis, ce qui permettra quoi? De partir avant même 60 ans à des femmes et des hommes qui seront justement dans ces métiers pénibles où il n'y a pas cette espérance de vie qui est la même que la vôtre. Pour finir, puis je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Quand vous voyez les sondages, qu'est-ce que ça vous dit sur la façon dont les Français en région regardent, non pas la maire de Paris candidate, mais la ville de Paris? Est-ce qu'il y a, au fond, quand même les régions, tous ceux qui nous regardent sont un petit peu... il y a une fracture qui s'est créée avec Paris. Et au fond, vous incarnez un petit peu ça. Ça va un petit peu dans la ligne de ce que disait la question qui vous était posée par Léa Salamé tout à l'heure. L'élite parisienne, peut-être. Il y a une élite qui est là au pouvoir, qui est très confortée d'ailleurs par Emmanuel Macron. Il y a 2 millions d'habitants quand même. Hein. Paris, c'est la ville, c'est une ville de classe moyenne, Paris. Et c'est la ville qui s'est toujours rebellée contre le pouvoir central. Et moi, ce que je vois quand je vais partout en France, c'est beaucoup de fierté vis-à-vis de la capitale. Beaucoup de fierté aussi qu'on ait relevé des grands défis, le défi écologique, le défi pour la jeunesse, et qu'on ait relevé aussi ce grand défi qui était de ramener les Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans ce que disent les sondages aujourd'hui, il n'y a rien d'un regard de la région sur ce qui est devenu Paris. Je ne le vois pas. En tous les cas, Laurent Guimier, vous avez la parole. Beaucoup de fierté. Oui, question importante, cruciale pour nos téléspectateurs. Selon vous, quel devrait être l'âge légal de départ à la retraite? Alors, peut-être encore un petit effort, 60 ans, mais en même temps, on voit à quel point l'âge des 60 ans reste important pour les Français. Et 32% sont sur... Et 65 ans ou plus, vous voyez, c'est quand même pas plébiscité. Hein. Donc les Français savent ce qui les attend. Alors, le quiz final. 3 questions, Anne Hidalgo. Vous répondez par oui ou par non. Ça va s'afficher. Faut-il exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU? C'est Volodymyr Zelensky qui l'a demandé aujourd'hui. Je dirais oui, mais je crois qu'on n'en a pas la possibilité. Voilà. C'est impossible. Deuxième question. Si vous êtes élu, interdirez-vous le glyphosate? Oui, bien sûr. Troisième question. Êtes-vous pour la fin de l'élevage industriel? Je suis pour vraiment que l'on tienne compte de la souffrance animale et que l'on aille vers un modèle d'agroécologie. Le gong a retenti. Merci Anne Hidalgo d'avoir été avec nous ce soir.